Je pensais que c'était un sport mineur, moi. On nous dit ça depuis toujours. Là. Ah non, la Ligue nationale, c'est un sport mineur. Aux États-Unis, là, ça arrive après le bowling, puis les courses de chiens. C'est un sport majeur, mais c'est le sport le moins majeur parmi les sports majeurs. C'est ça. C'est du majeur, du... En termes de code d'écoute. Là. Non, mais je dis ça parce que vous savez qui était là hier au match? Oui. Wayne Gretzky. C'est ça. Non, mais j'étais impressionné. C'est la grosse affaire. Quand j'ai vu Taylor. TS. Hey, t'étais là. Non, oui, c'est vrai. Il nous arrive fraîchement de la Floride, lui. Oh oui, je l'ai L'as-tu croisé? As-tu eu un vent non, de... il y avait de la sécurité. Oui, il y avait de la sécurité, genre militaire. Ah oui? Autour de sa loge. Arrête donc! Elle n'a pas besoin. T'es avec un joueur de la NFL, elle n'a pas besoin de sécurité. Elle a un bon garde du corps, c'est sûr. Mais non, il y avait de la police locale et il y avait comme un militaire là, présent. Tu veux dire, il était en uniforme, maintenant? J'espère que ce n'est pas le militaire de 101 ans qui ont présenté avant le match. Avant les nationales. Non, c'était pas lui. Qu'est-ce que t'as contre lui? J'ai rien contre lui, mais Okay. si c'est lui qui chargeait la sécurité, je dirais qu'il avait pris leur mandat plus ou moins au sérieux. C'était un autre. Je pense que c'était un autre. C'était plus jeune. Son arrière-petit-fils. Ouais. Cela dit, quand je suis arrivé au Amaranth Bank Arena, il y a un hélicoptère qui est arrivé en même temps, puis juste à côté de l'entrée par où nous on passe, donc qui est un peu une porte dérobée, si on veut, là, à laquelle le commun des mortels n'a pas accès. Bien, il y a un genre de mini piste d'atterrissage d'hélicoptère. Juste à côté. Ben, je ne l'ai pas vu, mais je me promenais avec Khaled, mon caméraman, un caméraman qui était avec moi pendant le voyage. Puis son premier réflexe, il dit « Ah, ça, c'est quelqu'un de très riche qui vient de débarquer pour venir au match. » Excellente déduction. Puis j'ai dit « Ah ouais, ça ressemble à ça, t'as raison. » Tu sais, puis c'est ça, parce que c'était vraiment comme un hélicoptère privé qui déposait juste à côté, là. Qui venait reconduire quelqu'un juste à côté. Y a-t-il d'autres façons de voyager? On ne savait pas. Et je ne peux pas être convaincu que c'est elle. Ben, je ne l'ai pas vue. C'était elle ou Wayne. Mais après ça, j'ai fait 1 + 1, puis je me suis dit, c'est très possible que, parce qu'il y avait beaucoup de trafic autour de l'aréna, c'est fatigant, ça. Donc, c'est sûr qu'avec un hélicoptère, c'est mieux. C'est plus facile. C'est beaucoup plus simple. Dans une autre vie, quand je travaillais au Journal de Montréal, on avait un héliport dans le stationnement du journal parce que M. Pellado, père, avait décidé que la circulation de l'autoroute 15, c'était trop. Il partait de Sainte-Marguerite du Lac-Masson. C'est ça, il était dans les Laurentides. Ah oui, c'est ça, il était dans le coin de Sainte-Adèle, c'est ça? Alors, oui, Sainte-Marguerite du Lac-Masson. Et c'est ça. Quand on entendait l'hélicoptère arriver, on disait « Oh, le patron! Le grand patron arrive! » On va arrêter de faire assemblant de travailler. Ben, pour motiver les troupes, c'est pas ça. Voilà, deuxième avantage du déplacement en hélicoptère. Avais-tu droit à des lifts en hélico, des fois, Martin? Non. J'étais juste une fois en hélicoptère. C'est 2 jamais, fois, moi. en fait. Non, jamais, moi. C'est très particulier. Moi non plus, jamais. Très particulier. Ouais. Ben, tu vois, Khaled, lui, toujours le caméraman, qui est visiblement en vedette dans cet épisode, dans cette discussion sur les gens très riches qui débarquent en hélicoptère, m'a dit cette fameuse discussion. Qu'il détestait ça, qu'il l'avait pris 2 fois et qu'il avait détesté ça. Pas les gens qui prennent l'hélicoptère. Non, il parle de l'expérience voyager en hélicoptère. Aérienne en hélicoptère. En fait, les gars, je voulais vous l'annoncer, là. On est arrivé. La LNH est arrivée. Taylor s'intéresse. Taylor était là, puis on l'a pas vu au basket. Ils étaient au baseball, j'ai lu ça. Ils étaient au baseball. Je pense qu'ils vont partout, là. Ça reste un sport majeur, un sport pas si pas majeur que ça. On l'a pas vu aux courses de chiens. C'est pas un commentateur d'ESPN il n'y a pas si longtemps là, qui disait justement que ESPN est détenteur de droits en partie de la Ligue nationale de hockey aux États-Unis. Un commentateur qui avait ridiculisé le sport en disant que c'était pas vraiment sérieux. Là. Ben, des fois, donc, je pense qu'il y a encore pas mal de chemin à faire. N'en déplaise à Taylor. Ouais. Rassurez-vous, il y a encore amplement de condescendance envers le hockey professionnel. Mais en fait, c'est que c'est un sport qui n'est pas ancré dans la culture d'une majorité d'Américains. Tu vas sur c'est un sport qui était très pratiqué au nord au départ, là, qui c'est en train de s'étendre tranquillement dans le sud. De plus en plus, il y a des bons programmes et tout ça, mais la plupart des jeunes Américains, mettons, qui ont 40 ans,
On jouait au basket à l'école, on jouait au foot, on jouait au baseball, mais le hockey, c'est pas tout le monde. C'est niché. Mm-hmm. Puis, tu sais, chapeau à des organisations comme Dallas qui ont réussi à développer une base de partisans dans un milieu où il n'y avait aucune culture du hockey. Là. Quand ils sont arrivés au jour 1, il n'y avait absolument zéro culture. Ouais. À Los Angeles, ça fait plus longtemps, mais alors, c'est ça, tu sais, de développer des partisans, une base de partisans fidèles qui n'ont pas pratiqué le sport, qui n'ont pas le feeling de ce sport-là. C'est quand même ardu. Là. Donc, début juin. Taylor Swift? Non. Hockey is not a real sport, a dit un commentateur d'ESPN, qui est une chaîne qui diffuse, qui est détenteur de droits. Tu ne veux pas dire son nom? Ben, c'est parce que j'en suis pas certain. Okay. Attends un peu, là, parce qu'il faudrait que je lise l'article 2 secondes. Ça, tu fais juste revenir là-dessus si ça te tente. Tu fais juste afficher ta bêtise quand tu es Oui, évidemment, mais ça porte ombrage quand même à la couverture de ce sport-là aux États-Unis, parce qu'il y en a qui vont dire « Ah! Il a raison! » C'est dans un podcast, de basket là, sur la NBA. En même temps, il y a quelqu'un ici qui a déjà cassé du sucre sur le baseball ou sur le basket. Ce gars-là. Peut-être pas de la même façon. Non, ouais, c'est ça. Tu l'as dit, c'était pour rire, hein, c'était pour s'amuser. Alors, voilà. Toi, c'était du sarcasme. Voyez un petit peu, oui. Le hockey est arrivé. Alors, tout le monde pour dire. Ouais, tout le monde se fout. Tout le monde se fout du hockey. Disait, c'est vraiment un joli prêche. Il s'appelle Tim McMahon. Ouais. C'est ça. Ça sonne de même. Okay. Ben, bon, c'est un hurluberlu. Entre Taylor et Tim, il y a un océan d'opinions. OK. Ouf. Aujourd'hui, un grand spectacle. Un petit défenseur. Et est-ce que Chris Drury est le nouveau Mike Milbury? C'est tellement hockey, épisode 415. Avec votre journaliste affecté aux affaires du hockey et grand voyageur, M. Alexandre Gascon. Salut, Alex. Bonjour, messieurs. Bonjour, Alex. Et votre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Et merci à la compagnie d'aviation X qui a fait décoller son vol avec combien de temps d'avance? Le vol a décollé un tout petit peu d'avance, mais est arrivé avec beaucoup d'avance. Wow. Donc, j'imagine que un bon vent de dos. Pesé sur le champignon. Ouais, peut-être un vent de dos. Est-ce que tu nous arrives d'un univers parallèle où tout est à l'envers? C'est une bonne question. D'accord. Je m'appelle Alexandre Coupal. 5 équipes du Canada, de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, vont se battre pour le Saint Graal du hockey. En provenance de la nouvelle maison de Radio-Canada à Montréal, c'est tellement hockey, des séries de détails. Wow! Je vais oser une opinion audacieuse. Cette série finale-là est aussi bonne que le jingle. Oh, c'est vrai, elle est aussi bonne que ça. C'est audacieux. Non, on est gâtés. Oui, vraiment. Vraiment? Oui, vraiment. Ça a un peu pas d'allure, même. Alors, écoute, c'est trop. C'est une série exceptionnelle, là, en ce moment. Ouais. Dans l'histoire récente, jamais une série a fait plus de 3 matchs en une série finale de la Coupe Stanley. Il y a eu plus de 3 matchs qui se sont rendus en prolongation. On est déjà à 3 sur 4. Il y a une espèce d'anomalie dans le match numéro 3, là, où les Panthers ont complètement écrasé les Oilers, mais jusqu'à présent, je pense que même si c'est un sport mineur dont tout le monde se fout, comme disent certains, les amateurs sont gâtés. Puis c'est drôle parce que Paul Maurice a dit exactement ça hier en conférence de presse. Pourtant, il devait être déçu, là. Mais il a quand même dit, et c'est très honnête, j'ai l'impression, c'est surtout bon pour les partisans, c'est bon pour le sport. It's great for the game. Ouais. Et il semblait sincère. Il a dit, j'ai eu la même impression l'année dernière quand finalement c'est devenu une série, que les Oilers sont revenus dans cette série-là. Peut-être que son opinion aurait été un peu différente s'il l'avait perdu, mais il l'a gagné. Mais au moins, il était vraiment reconnaissant envers la qualité du jeu déployé sous ses yeux, la qualité ou du moins la quantité de talent, la rapidité du jeu, l'abnégation, le dévouement, etc. On a vraiment droit à une série de haut niveau jusqu'à présent. Est-ce que c'est la meilleure finale ça en est une bonne, de l'histoire? Ben là.
de l'humanité. Ça en est une bonne. Non, mais blague à part, mettons... C'est une très bonne série, mais en partie aussi, il faut... C'est pas... comment je pourrais dire ça? Ce n'est pas que du jeu parfait qu'on voit. Non. Ça a été un match complètement fou hier parce que les Oilers ont été absolument... médiocres et stupides en première période avec des mauvaises pénalités, comme ils avaient écopé en succession dans la première période du match précédent. Alors, ils se sont tirés dans le pied. Ils revenaient d'un match extrêmement difficile. Tout le monde disait qu'il faut que cette équipe-là se ressaisisse et ils jouent de façon disciplinée, puis ils jouent son style de jeu, puis ils sont arrivés avec une période encore pire. Et ça aurait pu mettre fin, ça aurait pu être la fin. Au premier entraque, moi, je pensais que c'était la série. Je pensais que la série était vraiment terminée. Et je ne sais pas si l'effet du pointage a joué en deuxième période ou si les joueurs des Panthers ont levé légèrement. Là, c'est inconscient quand ça se passe dans une équipe. Ouais. Ça, il faut être dans un vestiaire pour le remarquer. Là. Mais souvent, c'est une réflexion personnelle qui se dit... L'athlète qui est blessé, qui joue blessé depuis des semaines et des semaines, qui se dit « OK, on mène 3-0. » là. Probablement que les gars vont ça regarde bien. Probablement que tout le monde, les gars autour vont pouvoir me porter pour les deux périodes. On va passer à travers ça, puis on va jouer l'autre match. Puis si tu en as 5 ou 6 dans le sac qui ont cette même réflexion-là interne, ça lève. Et ça a été une domination complètement inverse dans la deuxième période pour les Oilers. Et j'ai trouvé, et aussi, bon, ce revirement-là est survenu suite à une décision que j'ai trouvée extrêmement audacieuse de Chris Knoblauch, de changer de gardien après la première période. Je n'étais pas surpris, moi, honnêtement, même si c'était pas du tout la faute de Skinner. C'est ça, c'était parce que c'était pas la faute de Skinner, sauf que tu regardais l'échantillon depuis 3 matchs, là, son taux d'efficacité était bas, puis il se battait, puis il était laissé un peu à lui-même. Puis pouf, on dirait que ça a rallumé. Je ne sais pas s'il a tenté de rallumer cette étincelle-là qu'il avait utilisée en début de parcours en série, là, parce que Calvin Pickard a tiré les marrons du feu pendant un bout de temps pour eux autres, puis les a replacés dans le droit chemin. Mais ça a fonctionné aussi. Sans drame, j'imagine que Knoblauch ne se fera pas congédier. Ça m'étonnerait, là. Comme Peter DeBoer à Dallas, après avoir changé de gardien dans un match important. Il y a un très bon... il réussit vraiment bien à prendre le pouls de son équipe, je pense, Chris Knoblauch, là, pour l'avoir eu à l'œil un petit peu plus depuis 2 ans avec la série l'année passée, puis maintenant, puis en jasant avec les collègues aussi. C'est un bon bench coach, comme on disait de Michel Therrien, par exemple, là, que c'était une de ses grandes qualités. Il y avait des défauts, on les connaît, mais très rapidement, il était en mesure de sentir le déroulement d'un match, le niveau de performance de tel joueur par rapport à tel autre, qu'est-ce qui pourrait marcher. Alors, Michel Therrien avait cette faculté-là de remodeler ses trios rapidement, de placer ensemble ceux qui fonctionnaient bien ce soir-là et tout. Puis Knoblauch a aussi, je pense, un assez bon instinct derrière le banc. Et puis là, hier, il a fait rentrer Jeff Skinner, qui a disputé un très bon match, honnêtement. Il a vraiment été une épine dans le pied des Panthers. Bon en échec avant, volait des rondelles aux défenseurs, prolongeait des présences offensives pour son club. Il n'a pas récolté de points, mais il a vraiment bien fait ça pour un gars qui en était à quoi? Son 3e match, peut-être 4e, en séries éliminatoires de tout temps. Là. En carrière. En carrière. Ça, c'est fameux quand même. 37, non. La 33 peut-être, ouais. 33, oui, exactement. Ouais. Puis c'était son 3e seulement. Donc... Skinner, c'est d'ailleurs celui qui a joué le plus de matchs avant de disputer son premier match en séries éliminatoires. Mais lui a bien fait. Bon, Troy Stecher est rentré. Ça a été plus compliqué. Il est directement responsable du 3e but des Panthers. On était en fin de première période. Puis après ça... On l'a pas beaucoup revu. Il a sauté 14 secondes sur la patinoire en 2e période et ça a été terminé. Sa soirée de travail était à toute fin pratique terminée. Donc, ils ont joué à 5 défenseurs. Puis il y avait eu le même problème un peu avec John Klingberg dans le match numéro 3. Donc là, la position de 6e défenseur en ce moment est un peu... elle est à prendre, là, je dirais. Ou en tout cas, elle est vulnérable aussi, certainement. Mais Knoblauch, il a passé la soirée à jongler avec ses trios. Toute la soirée, les combinaisons ont changé sans arrêt. Mais il fait ça constamment. Constamment. Au début, je les notais.
puis j'étais avec des collègues et tout. Puis OK, là, Là, on a manqué de papier. là c'est rendu pas de Colzin avec Draisaitl puis Connor Brown. Puis ces trois-là, ils étaient sur 3 trios différents au début de la période. Ça donne rien parce que Draisaitl et McDavid reviennent à toutes les deux présences Exactement. à peu près, puis ils jouent avec tout le monde. Ils ont utilisé dans les 4 premiers matchs 20 combinaisons différentes de trios. Ben, c'est ça. Puis les Panthers de la Floride, 8. On s'entend, puis 8, ça veut dire que tu utilises pas mal toujours les mêmes trios, puis c'est des fois sur des changements où il y a un gars en pénalité. Ben, c'est après les punitions, on change de trio, on envoie des choses comme ça. Il y a des gars qui se gèlent les pieds sur le banc depuis un bout, puis là, tu les fais jouer avec différents joueurs, mais 20 combinaisons différentes, ça veut dire que c'est un peu tout le monde avec Draisaitl puis McDavid. Des fois, McDavid de Draisaitl ensemble avec Perry ou avec un autre. Et ça tourne tout le temps. C'était soit Draisaitl ou McDavid dans à peu près toutes les combinaisons. Mais on voit peu ça ailleurs. C'est ça qui est fou. Puis c'est un art là, d'être en mesure de garder justement... Ouais, mais là, ça se peut parce que tu as McDavid et Draisaitl dans ton équipe. Tu as 2 des 5 meilleurs joueurs. Non, je suis d'accord. Mais quand même, je pense qu'il y a un bon... ça va ensemble. Une bonne emprise, puis il y a un bon instinct derrière le filet, puis ça fonctionne assez bien. Puis il y a des reporters d'Edmonton qui nous disaient c'est certainement une de ses forces. Il fait ça à l'année longue et tout. Donc, ça, de ce point de vue-là, dans Block, c'est une de ses qualités, certainement. Mais c'est une autre illustration, à mon sens, du caractère unique de cette équipe-là. Tu parlais des défenseurs, puis ça n'a pas été une soirée facile le match précédent pour Klingberg, mais il y a 2 semaines, on disait « Wow, Klingberg a remis sa carrière sur les rails. C'est un atout en défense. » avait été très bon. On a dit la même chose de Kulak. « Wow, Kulak! » Puis la semaine d'après, « Oh, Kulak! » Je veux dire, il y a là des situations que tu vois pas ailleurs. Kulak, ça demeure. Il a joué 27 minutes. Oui, mais c'est pas toujours égal. Là, c'est pas vrai que Brett Kulak est devenu, pendant tout ce printemps-là, un 4e défenseur de fiabilité là, que tu n'as rien à redire. Là. Pas que tu n'as rien à redire, mais honnêtement, c'est devenu un gars plus fiable que ce qui était à Montréal, là, moi, je pense. Peut-être. Moi, je trouve que c'est un film d'horreur quand je le regarde jouer, mais ça, tu regardes... Il y en a qui vont dire la même chose pour Darnell Nurse. Darnell Nurse, c'est ta... Darnell Nurse, c'est à se péter la tête sur le bureau, des fois. Là. Dès qu'il y a de la pression un peu sur Darnell Nurse, tu sais pas ce qui va sortir de là. Il a fait une passe hier, là. C'était une sortie de zone, c'était une passe de routine. Là. La passe était à peu près 4 pieds derrière son coéquipier. Tu peux pas faire ça quand tu es un défenseur... régulier, puis en finale, il y a beaucoup d'improvisation. Honnêtement, tu décortiques le jeu de cette brigade défensive-là. Là. Tu as Bouchard qui est... Lui aussi capable d'avoir une crampe ou 2 par match. Oui, mais quand, c'est le plus régulier. C'est mais Combe est diminué un peu. Là, tu vois que ses coéquipiers... Là, quand il y a eu du brasse camarade dans l'avant-dernier match, ses coéquipiers le protégeaient. Mais tu regardes l'improvisation, redonner la rondelle, des sorties de zone orchestrées, ce qu'on appelle des breakouts. Là. N'importe où, on redonne la rondelle, puis ça revient. Alors, il y a beaucoup de luttes. Ils se créent eux-mêmes beaucoup de luttes pour récérer la rondelle. La rondelle ne sort pas. Comme dit Martin Saint-Louis, c'est ça. Comme dit Martin Saint-Louis, des actions qui aident l'autre équipe. On s'est tiré dans le pied. Après la première période, la différence, on s'est tiré dans le pied. La différence, c'est que c'est une équipe qui est en finale de la Coupe Stanley et qui va peut-être battre une des meilleures équipes qu'on a vues depuis longtemps. Avec un gardien qui est comment on dit journeyman en français? Là, un col bleu. Un routier. Un routier. Un journalier. Non. Un col bleu. Un col bleu. Mais tu sais, il faut qu'il y ait la notion de... Il a roulé sa bosse à travers... de Calvin. Vents et marées. Tu parles de Calvin? Jean Calvin? Jean Calvin Picard? C'est de lui que tu parles? Oui. OK. Le frère de Luc? Oui. OK. Calvin Pickard, le gardien des Oilers, qui, depuis 2 ans, est de retour comme gardien régulier dans la Ligue nationale, auxiliaire, mais quand même. Sinon, il alternait dans la Ligue américaine et tout. Et puis, il a 33 ans et tout ça. T'sais, alors, oui, il y a cette équipe-là là, que tu décrivais qui va peut-être réaliser l'exploit de soulever la Coupe Stanley contre une machine de guerre, là, les Panthers, vraiment, avec un gardien auxiliaire de 33 ans qui a passé sa vie entre les ligues mineures puis la LNH,
une défense dont on n'arrête pas de décrire les déboires puis l'incapacité à avoir un jeu de transition rapide et efficace. Et une profondeur, somme toute... Un quadragénaire sur ton premier trio. Tu sais, Zach Hyman n'est pas là. Ouais. Et Evan Durkheim est un danger ambulant. King, c'est la... Nugent Hopkins est diminué. Il a blessé. joué tout un match hier, Nugent Hopkins. Il a marqué un but, mais il est sorti à un moment donné du match. Est-ce qu'il est revenu? Je Je l'ai pas vu sortir longtemps, moi. Okay. Mais aussi sur le but de Jake Wallman, il me semble. C'était sur le but de Jake Wallman. Non. Il n'amasse pas de points, mais ça faisait 1 minute et 20 qu'il était avec McDavid et peut-être Perry, peu importe, sur son trio. Ça faisait 1 minute 20 là, que ça bourdonnait dans le territoire des Oilers. Les Panthers lâchaient pas, ils les tenaient au cou vraiment à la jugulaire. Ils ont eu des chances de marquer tout ça. Puis finalement, on réussit à sortir la rondelle. Les gars vont changer. Nugent Hopkins est le premier attaquant, celui qui est le plus avancé. Donc, poursuit son travail pour pas que les Panthers puissent attaquer très rapidement, mais il est brûlé. Puis il réussit à soutirer la rondelle, à la mettre dans le fond. Il va faire son échec avant. Il soutire la rondelle à je ne sais plus quel défenseur des Panthers. Il fait tout un jeu physique, ce qui crée une espèce de confusion. Puis là, quand Barkov récupère le disque, il ne voit pas Jean-Marc, Mathias Janmark débarquer sur lui à 100 000 à l'heure. Puis Janmark fait le jeu. Puis Wallman finit par marquer, mais c'est Nugent Hopkins qui par son acharnement, a permis ce but-là qui a fait une bonne différence. Moi, je trouve que pour un gars qui, effectivement, il est blessé, là, il joue vraiment du hockey intelligent. Il n'essaye pas de battre des joueurs à 1 contre 1 comme on le voit souvent de la part de certains de ses coéquipiers dans cette série-là. Il joue intelligemment, il joue un jeu de position. Puis quand c'est le temps d'appuyer sur le champignon, il le fait. Moi, je pense qu'il est blessé à quelque part dans les bras, poignets-ish. Là. Il prend pas de mise au jeu. Il prend pas de mise au jeu. Puis je le regardais à l'entraînement, les entraînements très légers. Il ne s'entraîne pas tout le temps. Il mettait absolument aucun poids sur ses lancers. Ça ressemblait beaucoup à ce que Yoel Armia faisait en fin de saison. C'est pour ça que j'ai été surpris de le voir dégainer quand même un bon tir là, pour marquer le premier but des Oilers. Est-ce que c'est ça? Je ne suis pas certain. C'était mon impression, mais c'est sûr qu'il est diminué. Mm-hmm. Mais lui est extrêmement important au succès de cette équipe-là. Ben oui. Les Oilers, s'ils gagnent cette série-là, ça va être grâce à leur attaque. Là. Hyman, c'est un gros morceau qui est parti. Nugent Hopkins est moins efficace. Il faut qu'il y en ait d'autres. Qui se lèvent, là, qui maintiennent. Perry donne déjà un rendement exceptionnel pour un gars de son âge. Il a donné tout un speech en plus, Corey, hier. Là. C'est ce qui a été rapporté. Ah oui. D'ailleurs, à la sauce montréalaise 2021, là. Mais comment ça sort, ça? Parce que là, bon, c'est Wallman qui l'a dit le premier, puis après ça, tout le monde... De par lui-même? Oui. OK. Puis après ça, tout le monde en a parlé un peu. Draisaitl, Nugent Hopkins. Ben là, c'est parce pour des journalistes assoiffés, là, c'est du petit lait. Là. Entre la première et la deuxième? Entre la première et la deuxième. C'était la saison se jouait là, durant cet entracte-là. Et Perry s'est levé, puis apparemment, ça a brassé pas mal. Ben, avec raison. Avec raison, mais aussi, c'est ça, tu peux pas faire ça à tort et à travers non plus. C'est justement parce que c'est quelqu'un de posé qui prend pas la parole dans ces contextes-là, ou du moins pas avec cette passion-là, que ça a plus de poids. T'sais. Puis Draisaitl l'a bien dit, il a tout vécu, il a tout vu, il a tout gagné. Il a tout perdu. Il a tout perdu aussi, il connaît tout. Ça fait plusieurs années qu'il perd en finale. Mais il a gagné aussi, puis il a gagné des médailles d'or olympiques, puis donc il est passé partout, en fait, c'est pas mal ça. Puis c'est pas dans son caractère d'engueuler les gars à tout bout de champ pour des pécadilles. Alors là, quand ce gars-là, il décide que c'est le temps de parler, ben tu te tais puis tu l'écoutes. T'sais. Puis visiblement, ça a fonctionné. En tout cas, il y a quelque chose qui a fonctionné. C'était épouvante de voir les pénalités. Incompréhensible. Les pénalités pour bâton élevé, stupide. Tu viens de te faire rosser 6-1. Tu as donné 11 avantages numériques. Ouais. Donc, 4 en première période, et tu commences exactement de la même façon. Il y a des gars qui vont se faire parler dans le visage. Je serais curieux de voir si Evan Durkheim va avoir une autre pénalité pour bâton élevé d'ici la fin de la série. Evan Durkheim a l'air d'agir comme Evan Durkheim l'entend. Là.
Ben, on disait... Quand tes coéquipiers te parlent dans le blanc des yeux, des fois, ça... Il a été plus calme après. Ouais. Mais là, il a plus son impact. Je regardais ça. Evander Kane a... Je pourrais contre-vérifier mes chiffres, mais je les avais hier, je suis pas mal sûr que c'est encore ça. Depuis le début des séries éliminatoires, il a écopé lui-même de 16 punitions mineures. OK? C'est énorme. Et il en a fait prendre 2 à l'adversaire. Donc... c'est pas à son avantage. En termes de ratio, là... Il aide pas son équipe. Quand on dit que c'est un gars qui peut te faire mal puis qui te coûte là, plus que d'autres choses, je pense qu'on en a une belle preuve. Oui, mais c'est intéressant. Ça met en lumière. Moi, parce que j'allais dire, avec les deux, c'est un des joueurs qui se met aussi en évidence positivement. Là, pas dans cette série-là. Mais non, c'est ça. Mais dans les séries, oui. Ouais. C'est une excellente mise au point. Mais la statistique par excellence de cette série-là demeure que les Panthers avaient une fiche de 31-0 en série au cours des 3 dernières saisons, lorsqu'il y avait l'avance. Après une période ou après 2 périodes. Et là, depuis le début de la finale, ils sont 33-2. Ils ont perdu les 2 fois où ils se sont fait renverser, c'est par les Oilers. Fait que ça montre qu'ils ne sont pas tout à fait en contrôle. Puis ça montre que si les Oilers jouent comme il faut et qu'ils ne se tirent pas dans le pied eux-mêmes, ils sont capables de battre cette équipe-là. J'ai abusé un peu dans mon... J'ai gonflé les statistiques. Ben, ça servait bien ton propos, moi, oui, c'est ce que je fais souvent, moi, j'embellis. Comme disait un de nos anciens collègues, il faut surtout pas laisser la vérité se mettre en travers d'une bonne histoire. Dans le chemin d'une bonne histoire. C'est quand même un ratio de -10. Il a écopé de 12 punitions mineures et en a fait prendre 2 à l'adversaire. C'est ce qu'on pourrait appeler un très mauvais ratio. Là. Et comme vous vous en doutez, c'est le pire. Des présentes séries. Et pour revenir sur l'indiscipline des Oilers, cette statistique-là aussi continue d'évoluer. L'année passée, 4 buts accordés en désavantage numérique durant toutes les séries. Ils étaient à quoi? 92? Les Oilers? 83, oui, je peux te dire ça. Et là, ils ont 23 buts accordés en désavantage numérique. Ça change. Tu parles de 19 buts de différence dans un parcours éliminatoire. Sur quelques matchs. 5 buts dans les 2 derniers matchs. 5 buts de désavantage numérique. C'est épouvantable. Donc, si ton désavantage numérique n'est pas bon, arrête de te faire punir. Arrête de donner des coups d'en face. C'était à 94,3 l'année dernière. Puis là, en pourcentage, ça doit pas être... Ils sont à 66 points. OK. C'est ça, 66, oui. 66,7 depuis le début de la série. 66,2, et 66,2 depuis le début des séries. Tellement OK. Venez pour écouter des hommes murmurer des chiffres. On murmure pas. C'est pas des borborigmes. Un mot sur la garde de but. Vous avez on connaît rien là-dedans. Je veux dire, comme Paul Maurice, je n'y connais rien. Martin Saint-Louis. Et ça ne m'intéresse pas. La garde de but? Oui. Paul, Paul Maurice, il a dit ça ces derniers jours. Ça ne m'intéresse pas. Il a dit, je n'y connais strictement rien et je n'ai aucun intérêt pour apprendre la position. Vous avez évoqué le sujet, mais Jacques-Alexis, notre réalisateur, aimerait bien ça, une petite controverse de gardien. Il n'y en a pas, c'est Pickard. Skinner, c'est fini. Là. Skinner, est-ce qu'il le sait? Skinner. Est-ce que tu lui as dit avant de partir? Je ne l'ai pas croisé. Okay. Sinon, il m'aurait entendu. Qui est au demeurant, c'est dommage parce que c'est vraiment un chic type. Là. Oh, ça sonne. Oh, téléphone en direct. C'est peut-être Stewart. Il fait dire « Wow! » J'ai pas dit mon dernier mot. Moi, tu nous as déjà dit que c'était un excellent jeune homme. C'est vraiment un excellent jeune homme. Et juste pour que ce soit dit en ondes, quoi qu'on n'est pas vraiment en ondes. Là. Quand les gens vont t'écouter, oui. OK. Je pense. Stuart Skinner, le matin du match numéro 4, soit hier, soit jeudi matin, s'est adressé aux médias. C'est peut-être ça le problème. Il devrait peut-être arrêter de faire ça. Ça l'a détruit. C'est probablement pour ça qu'il a connu une si mauvaise sortie. Patrick Roy faisait jamais ça. Moi, ça c'était bon. Mais Martin Brodeur oui. faisait. Je sais. Martin Brodeur, il était à 5h30... au café. Il était à 5h30 à côté, à l'extérieur du vestiaire des visiteurs au Centre Bell, puis il jasait avec les journalistes locaux. Puis je pense qu'il y a quelqu'un qui lui avait déjà dit ça te dérange pas, tu sais, parce que là, tes confrères, ça commençait à être une habitude, là. Tes confrères, ils parlent plus les jours de match, puis tout ça. Puis c'est certainement pas 2 heures avant. Il dit écoutez, si je suis pas capable de vous parler 2 heures avant mon match, je sais pas comment je vais faire pour arrêter des rondelles. Il y a des athlètes qui s'en font pas trop avec les. Avez-vous déjà Samuel Montembeault, là.
c'est parce que c'est un règlement du Canadien là, qui sort un peu de je sais pas où. Là. C'est parce que le Canadien... Enfin, parce que le Canadien est extrêmement protecteur. On va dire ça comme ça. On va utiliser le mot protecteur. Mais Samuel Montembeault, il pourrait parler. Tous les prétextes sont bons. Ce jeune homme vraiment agréable qui n'est pas stressé dans la vie. Là. Lui, il parlerait les matins des matchs, c'est sûr que ça ne dérangerait pas du tout. Mais Skinner, finale de la Coupe Stanley, il s'est fait poivrer 3 soirs avant 6-1. On n'était même pas, on s'en doutait, mais on n'était pas certain que ça allait être lui qui allait obtenir le départ. Rencontre les médias sans aucun problème après l'entraînement matinal, jase un petit 10 minutes en Waydon. Donc, il y en a qui peuvent peut-être prendre des notes. D'accord. Sauf que, et c'est ça, et toute cette excellente attitude-là lui vaut une absence. C'est pour ça. C'est probablement pour ça que... écoute, Pickard, je pense que pour Skinner, c'est terminé, à moins que le prochain match, Pickard donne 3 buts sur 4 lancés. Là. Ouais. Et je trouve pas ça... comment je pourrais dire ça? Quand on regarde la façon dont les Oilers jouent, là, on vient d'en parler ad nauseam, sur à quel point ils sont imprévisibles défensivement, à quel point ils ne protègent pas leurs gardiens. Je pense que c'est normal que les gars qui sont devant le filet de cette équipe-là ne soient pas capables d'être constants match après match et que tu te bats tellement, tu fais tellement face à un grand nombre de chances de qualité qu'à un moment donné... le niveau la moyenne, c'est ça. Ouais. Et je serais curieux de voir... faire les changements de rôle, placer Bobrovsky devant le filet des Oilers pour le voir exposé à ce genre d'attaque-là, parce qu'il joue derrière Bobrovsky joue derrière une équipe extrêmement structurée. Les tirs, c'est rare que tu vas avoir un échappé ou un gars de l'enclave qui tire à bout portant. Il fait quelques beaux arrêts hier. Oui, il a fait des arrêts. Ah non, hier, il a été super bon. Dans mes notes, hier, j'avais deux endroits où je disais ça, c'était des arrêts de la jambière de Dieu. Là. C'était... quand Perry a fait le tourniquet. Oui. Du bout de la lame. Ouais. Mais c'est ça. Fait que, si les Oilers, ils vont par comité puis disaient, bon, mais là, écoute, toi, là, visiblement, tu es sur une glissade, tu es dans une mauvaise séquence, ça fait 2-3 matchs que là, tu ne respectes pas les standards, on donne le filet à l'autre, puis à un moment donné, si... Mais là, il reste moins de matchs à discuter. Il reste moins de marge de manœuvre. Là. Mais ce que tu dis sur change Bobrovsky ou mets-le avec les Oilers. J'ai entendu Roberto Luongo, qui est comme le coordonnateur du département de la garde de but là-bas en Floride. Département d'excellence. Dire un truc du genre... Quand Paul Maurice est arrivé, parce que souvenez-vous, Bobrovsky, c'était la grosse signature, puis c'était pas heureux les premières saisons. C'était pas aussi. C'était pas Carey Price. Difficile, ouais. Alors que c'était le même salaire. Et j'ai entendu Luongo dire, dans les derniers jours, dire que l'arrivée de Paul Maurice avait Paul Maurice avait justement stabilisé la défense et c'est vrai que c'est à ce moment-là que Bobrovsky a retrouvé un peu de... On va t'aider. Il faut que tu l'aides ton gardien. C'est pas vrai qu'un gardien est capable de maintenir une moyenne d'efficacité de 915 ou 920 derrière une équipe qui n'est pas structurée. Dans cette ligue-là, c'est impossible. Même si tu as une pieuvre devant le filet. C'est ça. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Hey, on y était presque mardi dernier. Ils ont donné le Calder à Hudson, je pense, quand j'ai conclu. Si la chronologie, là... C'était 5 minutes après. Mais heureusement, on avait déjà été brillants dans nos commentaires. Ça, c'est du... Je vous avais mis la puce à l'oreille. Oui, il faut le dire. T'étais assez... tu nous avais dit que si on avait continué un peu, on y serait arrivé. Est-ce que, j'allais dire, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dit que vous aimeriez ajouter? Vous aurez le loisir de le faire en réagissant aux réponses des partisans, des partisanes qui, via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, ont répondu à la question suivante. Et je vais commencer par le book. Habituellement, je fais un travail de curation, mais là, c'est tellement bon, je vais y aller en rafale. Tout le monde était bon cette semaine? Tout le monde était bon cette semaine. Wow. Après le Calder, Lane Hudson remportera. Alors, sur Facebook, Zach, le Norris, Alain, un poste de commentateur avec NBC, Gilles, la Coupe Stanley, Cédric, la Coupe Stanley, Jeff, le Super Bowl, Jean-François, au Scrabble contre sa mère. Il y avait vraiment autant de Stanley, de Norris
que de bonnes répliques. Le gros lot, ouais, ça, c'est en clin d'œil à ce contrat qui se dessine. Ça, d'ailleurs, le contrat qui se dessine, est-ce que ça va faire mal? Ça va faire mal, le contrat qui se dessine. Non. Non? Ben là... Dans quel sens? Est-ce que Lane Hutson deviendra le joueur le mieux payé de l'histoire du Canadien? Non. Il ne va pas dépasser les 10,5 millions de Carey Price, non? Ça dépend. Et le plafond, silence... si tu es l'agent de Lane Hutson, tu regardes, tu sais que le plafond va être à 113 millions dans 3 saisons. L'équipe te demande de signer pour plusieurs années parce que à date, le Canadien a été très chanceux de tomber sur des joueurs qui étaient un peu insécures par rapport à l'avenir puis qui ont pris des contrats. Mais on voit beaucoup ça maintenant. L'insécurité. On en voit l'insécurité, de moins en moins de contrats passerelles. Ouais. Moi, si j'étais l'agent de Lane Hutson, je suis pas sûr que je lui conseillerais d'être insécure. Non, je suis d'accord. Non, mais s'il accepte un contrat passerelle, ben, il ne gagnera pas plus que Carey Price. Peut-être un jour à ce moment-là. Mais si Hudson la réponse à ma question, c'est oui. Si Hudson s'entendait pour 8 ans dès cet été avec le Canadien, moi, je pense que ça serait plus dans les 9 millions que dans les 10. Si tu es mon agent, tu es congédié. Ben oui, absolument. As-tu compris? OK. Toujours sur le book, François, le gros lot. Michel, le gros lot. Alex, mon cœur, remportera mon cœur. Très bon. OK. Il y en avait plein de bonnes. Merci à tous ceux et celles qui ont participé sur le book. Quelques autres tirés du tube. Pascal, la Coupe Stanley, rien de moins. Guillaume, le trophée Jacques Beauchamp, peut-être. Sapindien, le Norris, bien évidemment. Et Monstre de Chila sur le Gram, il est tellement bon qu'il marquera l'histoire et gagnera un 2e trophée Calder. Ça, on n'a pas vu ça souvent. Est-ce que c'est dans ton contrat de terminer par Monstre de Chila à chaque épisode? Il va falloir commencer peut-être... on va l'inviter. Il va réclamer des cachets. Là. Mais c'est Alex qui va négocier, donc ça coûtera pas trop cher. On va s'en tirer pour pas trop. Donc voilà, quelque chose à ajouter sur Lane? Est-ce que j'ai dit qu'il était bon? Je l'ai dit. Il est bon. Et non, c'est faites une croix sur le calendrier parce qu'une chose comme celle-là se reproduira peut-être jamais dans les 100 prochaines années. Mais ça faisait 53 ans quand même. Oui, 53 ans pour un récipiendaire du trophée Calder à Montréal. Chez Canadien, mais un joueur sélectionné aussi tard que ça, au 2e tour, qui remporte le trophée Calder. Si on regarde dans les 20-25 dernières années, là, des joueurs nord-américains, c'est pas arrivé. Là. C'est arrivé avec des gardiens ou avec des joueurs russes, parce qu'il y a toujours une prime de risque. Où souvent, quand il est question de sélectionner des joueurs russes dans la Ligue nationale, les équipes attendent parce qu'ils se disent est-ce qu'il va venir jouer ou pas, est-ce qu'il est sous contrat. Mais pour un joueur nord-américain, repêché si tard, c'est très, très rare que ça arrive. Puis est-ce que c'est parce que c'est arrivé parce que le Canadien avait une grosse banque de choix au repêchage? Ce qui était le cas. Oui. Quand tu te présentes plus souvent à la plaque, tu as plus de chances de frapper les coups sûrs, mais... et tu prends plus de risques probablement aussi. Exactement. C'est ce que je parlais à un recruteur cette semaine qui me disait... si on fait le parallèle, mettons, avec un travailleur qui économise à chaque paye pour assurer son fonds de retraite, qu'il faut qu'il prenne derrière et tout ça. Il y a un salarié qui gagne 60 000 par année, mettons. Il va placer son argent dans un fonds mutuel où il n'y a pas trop de risques, puis s'assurer que ça va croître le plus possible. Mais le gars qui a de l'argent plein les poches, là, lui, il peut se faire une petite réserve sur le côté, puis il entend parler d'une start-up qui est prometteuse ou quelque chose, puis il dit je vais placer sur celle-là, et si ça fait boum et que ça produit, là, tu frappes. Tu peux frapper. Tu frappes l'or, puis c'est fantastique. Mais c'est un peu ça. Le Canadien avait tellement de choix ou a adopté cette politique-là depuis 2018, mais tu as du capital de risque que tu peux utiliser. Et leur meilleur choix date de cette séance de sélection-là. Il y avait le premier au total dans cette séance-là. Puis c'est le gars qui a été repêché 62e. Ils en ont repêché quoi? 3 ou 4? 3. Oui, 3 avant lui. 4 dans les 2 Machar et Beck aussi. Alors, c'est quand même incroyable. Fait que c'est ça.
On ne peut pas dire les recruteurs du Canadien sont des génies, parce que s'ils avaient su ce qu'ils repêchaient, ils ne l'auraient pas choisi 62e après Beck puis après Méchard. Ouais. Mais ils ont ce luxe-là et je trouve ça c'est extraordinaire. C'est pour ça que je dis qu'on ne reverra peut-être jamais ça avant très, très longtemps. La leçon à tirer de ça, c'est que c'est mieux d'avoir de l'argent. Ou, dans ce cas-ci, des choix. Oui. Le plus possible. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, le prochain récipiendaire du Trophée Calder a été repêché dans le top 5 l'année passée. Donc, Ivan Demidov? C'est une... Peut-être. C'est possible. C'est possible. Fait que ça va revenir à la normale. C'est là où je veux en venir. Mm-hmm. Vous souvenez-vous de Mike Milbury, le DG? Ben oui. Je me souviens du joueur aussi. Oui. Mais le joueur était... J'aurais plus pris le joueur dans mon équipe que le DG. Il n'a pas été entraîneur aussi? Ah, ça, tu vois, c'est pas... Non, mais on s'amusait bien du temps que Mike Milbury était DG. Mike Milbury. Paul Morris. Puis Sean Moynihan. Ça faisait longtemps, ça. Ouais. Oui, il a été entraîneur. Ben oui, il a été entraîneur des Bruins de Boston pendant plusieurs saisons. Mais c'est pas là que je veux en venir. 2 saisons. C'était l'époque où est-ce que... Il a été... À l'époque où on pouvait cumuler les 2 fonctions, il était directeur général et entraîneur-chef avec les Highlanders. C'est ça, il me semblait bien aussi. Redéfinissant le standard... d'excellence. Non pas de médiocrité, mais de bizarrerie, disons, dans les 2 cas. Alors, est-ce que est-ce que vous trouvez que j'exagère quand je me demande si Chris Drury est de la même... Parce que Chris, là, il n'est pas facile à suivre, je trouve. C'est difficile. Moi, je serais content là, d'avoir Chris Kreider. Ben, évidemment, je ne parle pas du point de vue de Montréal, parce que je pense pas que Kreider comblerait un besoin ou enfin... mais une équipe comme les Ducks, justement, là, c'est gentil. C'est gentil, ça. Trouba aussi, c'est gentil de les avoir envoyés là pour les Ducks. C'est gentil. Ben, c'est... Pour peu, là. T'as raison, c'est difficile à suivre. C'est typiquement new-yorkais, là. Ils ont décidé qu'ils faisaient le ménage de cette gang-là et probablement qu'ils préparent le terrain pour essayer d'aller pêcher, faire la pêche aux gros poissons. Ça serait pas étonnant. C'est la façon d'opérer des Rangers depuis des décennies. Eux sont un peu dans une ligue à part, les Rangers. Hein. Ils donnent toujours cette impression-là qu'eux sont au-dessus des lois, là, un peu, là, que ce qui concerne les autres équipes n'est pas nécessairement bon pour eux autres. Non, mais c'est vrai, j'ai l'air de faire des blagues, mais c'est un peu cette pas cette prestance-là, cette mais attitude. Cette attitude-là qui dégage, et puis ça s'est vérifié au fil du temps. Là, Kreider, c'est un cadeau. Là, c'est contre un choix de 3e tour puis un espoir. C'est ça, je n'ai pas donné le détail. Là, mais... Non, un espoir qui, pour avoir vérifié, parce qu'on peut voir ses statistiques, c'est pas impressionnant. Carey Terrence. Pour avoir posé une question ou deux, c'est pas du tout un espoir qu'on attend dans la Ligue nationale, pour avoir demandé à des recruteurs. Donc, Donc, lui, puis un choix de 3e. C'est ce qu'on appelle en anglais un salary dump. Exact. De la part des Rangers qui voulaient libérer de l'espace sous le plafond salarial, probablement pour faire autre chose, comme je le disais, pour aller à pêche au gros. Ben non, mais il y a aussi le fait qu'il faut re-signer K'Andre Miller, puis... K'Andre Miller, effectivement. Will Cooley. Bref, et ils n'avaient pas tant d'espace. Il y a un membre de la confrérie qui a dit « Moi, ma théorie du complot, c'est que le Canadien va faire une offre hostile à Will Cooley pour que Jeff Gorton se venge des Rangers. Puis c'est un gros allié dynamique, fort, un peu attaquant de puissance. Un genre d'allié dont le Canadien aurait besoin. J'ai trouvé ça romanesque. Est-ce que c'est un confrère qu'on peut identifier? Oui, on pourrait l'identifier. Enfin, pense-y. Là. Mais si Drury n'échange pas Kreider, effectivement, ils auraient pu se faire coincer dans une situation comme ça. Là, donc là, ça libère effectivement ils ont de la marge de manœuvre. Ils sont moins à découvert. Mais je peux pas croire qu'ils vont s'arrêter là. Est-ce que Mika Zibanejad va quitter aussi? On lui a reproché... sa coupe de cheveux? Ah non, ça, c'est moi, ça. À peu près tout ce qui allait mal à New York, par bout, c'était de sa faute. On entre probablement dans une ère complètement différente. Puis une équipe, ça se rebâtit pas comme ça sur le coin de la table avec 2-3 bonnes puis 3 Kleenex. Là. Donc, je comprends que les Caps ont réussi à faire tout un changement en un tournement, mais c'est rare qu'on voit ça. Moi, je suis surpris de voir un ancien joueur, un gars qui était un leader dans les équipes où il a joué, se comporter de façon aussi cavalière avec ses vétérans, les joueurs qui jouent dans son organisation.
c'est un milieu, le sport professionnel, où il n'y a pas beaucoup de loyauté. Les joueurs qui sont là pensent à leur contrat, à leur situation professionnelle et tout ça. Et c'est très difficile de créer dans une organisation un esprit de corps, que tout le monde pousse dans la même direction, que tout le monde adhère aux objectifs communs et tout ça. Et là, tu as un gars qui a joué, qui a été co-capitaine de son équipe, qui a joué dans des organisations gagnantes, qui traite des vétérans de façon assez cavalière. Je trouve que ça lance un drôle de message. Oui. Puis, sur le fait qu'ils sont en train de libérer de l'espace sous la masse salariale, je pense qu'il y a une pression ambiante aussi à New York où, quand tu es à New York, ça prend des gros noms, ça prend des vedettes. Ils ont été chercher Wayne Gretzky déjà dans le passé. C'est New York. Mais c'est New York. Pavel Buré, Théorène Fleury, Éric Lindros. Il y a 3 équipes de hockey. Fait que t'es pas tout juste en compétition avec les Islanders puis les Devils, t'es en compétition avec les Yankees qui ont Aaron Judge, qui ont les gros noms, puis t'es en compétition avec les Mets qui ont... Et les Knicks, puis Soto, ça arrête plus. ça. Les Nets. Fait que ça prend des gros noms à New York. Make it big. Exact. Fait que... Je ne sais pas où ils s'en vont. Ça regarde bien mal. Je ne sais pas où ils s'en vont avec ça, mais c'est une équipe qui est partie. Si on regarde le portrait où ils étaient... job de sabotage, quand même. C'est ça, ça ressemble à un job de sabotage. C'est très curieux. Non, moi, j'ai l'impression qu'on a sous les yeux, c'est ça, quelqu'un, je parle de Chris Drury, visiblement, c'est pour ça que je l'aime pas, qui c'est ça, qui est en train qui n'a pas du tout les compétences pour ce travail-là. Enfin, moi, à la lumière de ce qu'on voit, là, je trouve que c'est à ça que ça ressemble. Et avant que ça commence, ça, à New York, cette saison, il y a des gens qui avaient fait affaire avec lui, d'autres organisations, qui m'avaient dit qu'il n'était pas bienveillant envers ses joueurs. Ouais. Et ça m'avait frappé. Puis là, tu te fais passer ce genre de commentaires-là. Tu vas pas sortir faire une chronique sur une remarque comme ça, mais la suite des choses a montré exactement ça. C'est très, très particulier. Je vous avais parlé aussi là, de toutes ces frasques. Il fallait qu'Alexis Lafrenière donne ses entrevues en anglais pour qu'il puisse les écouter. Exactement. Moi, je trouve ça sain d'esprit. Même si c'est un reporter francophone, là, ils sont seuls à seuls, tous les deux ensemble, puis que Lafrenière se retourne vers le gars en disant, mais là, qu'est-ce que je fais? Parce que l'entrevue avait commencé en français. C'était avec toi ou... Non, c'était pas moi, c'était Chaumont à l'époque où il était... Jean-François Chaumont, à l'époque où il était au Journal de Montréal. Et c'est ça, l'entrevue avait commencé en français. Seul à seul, le cirque montréalais n'était pas là. Il était allé à un autre moment, dans un autre contexte pour que ça soit plus tranquille. On va voir la paix, justement. On va voir la paix, puis c'était un peu entendu. Puis là, il y avait un relationniste qui tendait l'oreille, qui était juste à côté. Puis quand l'entrevue a commencé, il dit non, ça va se dérouler en anglais, là, parce qu'on veut... Puis on a su après que c'est parce que Chris Drury voulait savoir tout ce qui se disait. Donc, on était vraiment dans la micro-gestion. Là. Fait que ça veut dire que quand Chris Drury jouait chez l'Avalanche du Colorado, puis que Patrick Roy donnait des entrevues à des francophones qui venaient... Ça devait lui déplaire. Ça le dérangeait. Puis quand il était chez les Sabres de Buffalo, puis que Daniel Brière puis Jason Pominville nous parlaient en français quand on y allait, ça veut dire que ça le chicotait. Ben, peut-être pas, parce que là, c'est le boss. À l'époque, c'était pas le boss. Là, c'est de devenir boss, des fois, Martin, ça change. Ça peut... On connaît personne. On connaît personne, mais ça peut arriver. On a entendu dire. Ça ajoute une petite couche de malsain oui, à ce dont on vient de parler. Mais moi aussi, j'avais entendu ça, que c'était quelqu'un de plutôt malveillant, en fait, avec son monde. C'est pas fin. Est-ce qu'il va échanger, Alexis Lafrenière? Mais là, ce que je me demande, ce qui m'étonne, en fait, c'est que son propriétaire, James Dolan, n'a pas du tout la réputation d'être patient. Et là... Je trouve qu'il commence à... C'est parce que... Il en a encaissé beaucoup sans broncher, Dolan. Ils ont accédé, les Knicks ont accédé à la finale de conférence pour la première fois en 25 ans, quoi. Puis ils ont congédié leur entraîneur immédiatement après la série. Là, il est spectaculaire, là. Ouais. Alors, c'est étonnant que Chris Drury soit encore là. Peut-être que James aime plus le basket aussi. Peut-être qu'il s'occupe moins de... Peut-être qu'il aime plus le basket, mais il se met les deux mains dans le... Peut-être qu'il trouve que le hockey, c'est un sport... mineur. Avez-vous pas entendu ou vous avez fait semblant, mais Alexis Lafrenière, est-ce qu'il va rester à New York? Je le sais pas, Alexandre. Parfait. Non, mais t'es rendu là. Il est hors de contrôle, le DG. C'est une organisation qui, tranquillement, semble être dysfonctionnelle. Oui. Alors, peut-être que ce serait bon pour Alexis de repartir ailleurs, mais il vient, là, il commence un contrat à long terme qui lui rapporte beaucoup d'argent. Donc, j'imagine qu'ils ne peuvent pas échanger tout le monde non plus, là.
Bon. Chris Drury. Pourquoi ça me... Je sais pas. Il y a des noms... Ça t'énerve Plus ou c'est j'analyse juste parce ça, que ce t'as de la misère? podcast-là, plus je m'aperçois qu'il y a des noms que je sais pas. Pourtant, c'est un gars qui a eu du succès partout où il est passé. Ben oui, c'est ça. Puis c'était un grand meneur, non? Toi, tu nous en as souvent parlé en bien. Oui. Lui et Daniel Brière avaient caressé l'idée de débarquer ensemble. Je pense, est-ce que c'était avec les Flyers ou ailleurs? En fait, il caressait l'idée de rester, de prendre, accepter un rabais tous les deux pour rester à Buffalo. Puis la direction là-bas voulait vraiment couper dans les dépenses. Et ils sont partis chacun de leur côté. Un chez les Rangers, l'autre à Philadelphie. Mais c'est ça, il y avait... Daniel Brière me racontait qu'ils avaient des conversations à l'infini là, sur le leadership, puis sur ce que ça prend pour gagner, puis l'attitude à avoir et tout ça. Fait que c'est très particulier. Et il a gagné beaucoup dans sa vie, Chris Kreider, comme joueur. Chris Drury. Pardon, il y a trop de Chris dans le balado. Dans cet épisode. Donc, c'est ça, Chris Drury a gagné beaucoup dans sa vie. Même, je pense qu'il a déjà été joueur par excellence aux petites séries mondiales, au baseball. Oui, tu nous avais dit ça. Alors, c'est gagné le Calder. Gagné le Calder, gagné la Coupe Stanley. Le Hobie Baker dans l'NCAA. La Coupe Stanley avec l'Avalanche. Il a changé. T'as changé, Chris. C'est plus que t'es DG. C'est une autre approche. Okay. Changez pas, vous deux, là. Vous êtes parfaits. Restez comme ça. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal. C'est ça? Ouais. Au service des sports. Messieurs, je vous souhaite un bon week-end. Merci, toi aussi. J'ai hâte de vous revoir. Mardi, ce sera à distance. Dans mon cas, je repars lundi pour la Floride. Alexandre Gascon, votre journaliste affecté aux affaires du hockey. Ça m'a fait plaisir, merci messieurs, beaucoup, de Alex. vous voir. J'aime tellement plus ça. C'est plus le fun quand t'es en C'est bref. plus ça. Ouais. Jacques-Alexis Bernardin signe tellement hockey. Merci infiniment, Jacques-Alexis. Passez un bon week-end. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.